Vivement lundi. Le plaisir partagé Précède la performance. Mon truc, c'est sourire. Vivement lundi, tout simplement. Le partage et la communication. Se dire qu'on peut toujours trouver une solution. L'intelligence collective. Une grande capacité d'adaptation. L'écoute. Et ça vivifie. Vivement lundi. Vivement demain. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, le plaisir au travail sur le terrain. Aujourd'hui, je suis dans l'industrie, chez Toshiba, à Dieppe. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer des managers, des chefs d'équipe, des opérateurs, un magasinier, le directeur QHSE et la DRH de Toshiba. Je vous laisse découvrir leur point de vue sur le plaisir au travail. Bonjour Bruno, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors dites-nous en quelques mots qui êtes-vous et quel est votre métier ? Donc, bonjour Franck, je m'appelle Bruno Sénéchal, je suis chef d'équipe, je suis chez Toshiba depuis 35 ans. J'ai des fonctions de leader au niveau du TLC, donc je gère une équipe de 18 personnes, divisée en deux équipes de 9, ce qui fait 18. D'accord. Mes fonctions, c'est gérer le travail aux équipes, faire qu'elles se sentent bien dans leur métier, ce qui est très important pour avoir du plaisir au travail. Bien Bruno, alors première question, est-ce que vous avez du plaisir dans votre travail et si oui, comment vous faites ? Oui, j'ai du plaisir dans mon travail, sinon je ne serais pas là. Le travail, c'est très important et il ne faut pas venir à reculons dans le travail. Moi, je viens avec le bonheur de venir, quoi. Je suis content de venir au travail. Alors, même si par moment, il peut y avoir des aléas qui font qu'on est un peu moins bien que d'habitude. Mais venir avec le sourire, c'est déjà primordial vis-à-vis des collègues et vis-à-vis des collaborateurs. Pour leur inculquer ce fameux plaisir qu'il y a à venir travailler. Et qu'est-ce qui vous procure du plaisir ? D'où vous trouvez votre énergie ? J'aime bien mon métier, moi, déjà. Et j'aime bien rencontrer les personnes, discuter avec eux, les emmener vers quelque chose. D'accord. Une personne, il faut l'emmener pour qu'elle aussi prenne du plaisir dans le travail. D'accord. C'est pas en arrivant avec une tête de 3 mètres de long qu'on va donner du plaisir à une personne. Si nous, on arrive dans le travail en disant « Oh, c'est pas terrible », forcément, la personne derrière, elle va pas s'identifier à nous, quoi. Donc, des fois, il faut faire un effort quand même, parce que c'est pas tous les jours facile. Non, c'est pas tous les jours facile. Mais on essaie de laisser les problèmes à l'extérieur. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est que je découvre toujours quelque chose de nouveau. Waouh! Le plaisir que j'ai eu, il n'y a pas longtemps, j'ai fait partie d'un groupe APO, Application de la performance opérationnelle et collaborative. D'accord. Et franchement, je remercie ma hiérarchie de m'avoir proposé cette formation qui est très, très enrichissante. D'accord, ok. D'accord. Donc, il y a plusieurs formations que Toshiba nous met dans les mains pour qu'on puisse progresser. Je vois deux leviers clés. Là, le premier, vous l'évoquiez, c'est les relations sociales avec les autres, les relations avec les équipes. Tout à fait. Et de l'autre côté, c'est la possibilité d'accéder à une évolution professionnelle, tout à fait. De se former, de s'enrichir, de s'améliorer. Tout à fait. C'est tout à fait ça. D'accord. Et ça, je trouve que c'est très, très important pour se sentir bien dans son poste. Qu'est-ce que vous voudriez partager encore pour nos auditeurs sur le plaisir au travail, justement ? Tout ce qu'on a en soi, qu'on apprend via d'autres formations et tout ça, c'est l'inculquer aux personnes avec qui on travaille. De ne pas se mettre de barrière. Moi, mes acquis, je les apprends à mes collègues. Parce que c'est très important. Vous transmettez ? Il faut transmettre. Il faut transmettre. Et il faut faire confiance à la personne qu'on a en face. Les collaborateurs, ils attendent de la confiance. D'accord. Si on leur donne confiance, ils vont s'ouvrir vers nous. Et comment vous faites alors pour diffuser cette confiance ? Diffuser la confiance, c'est juste
beaucoup de relationnel avec les gens, apprendre à les connaître, leur parler comme il faut leur parler à certaines personnes. Il y a des personnes qu'il faut parler d'une certaine manière. Il y a d'autres personnes qu'il faut être un peu plus bref. Dès l'instant qu'on a appris à connaître son personnel, c'est beaucoup plus simple de leur faire passer des choses. Clairement, c'est sûr. Alors, une question qui me brûle les lèvres, c'est quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur le plaisir au travail? Ce qu'il ne faut surtout pas faire pour prendre du plaisir, c'est de braquer les gens. Ouais. Braquer les gens, leur dire « toi, tu fais mal ». Les gens se braquent, c'est terminé, on les a perdus. Alors, comment faire? Juste leur parler calmement, sans s'énerver, posément. L'intonation de la voix est très importante. Écoute, ça, tu ne l'as pas bien fait. Par contre, j'aurais plutôt fait comme ça. Je pense que ça aurait été plus simple. Et la personne se dit, mais il ne s'énerve pas. Et ça passe. D'accord, ok. Voilà un truc intéressant à partager. Est-ce que vous auriez un dernier conseil, un truc à partager avec les auditeurs pour diffuser le plaisir au travail? Venez travailler avec le sourire. Laissez les problèmes à l'extérieur. C'est ce que je pourrais dire aux personnes que j'ai en face de moi. Ok, d'accord. Merci. Bonne journée. Merci Franck, bonne journée. Bonjour Pauline, ravi de vous rencontrer. Vous pourriez en quelques mots nous dire qui vous êtes et quelle est votre fonction aujourd'hui chez Toshiba? Bonjour Franck, merci beaucoup de m'interviewer. Alors je suis DRH sur le site de Neuville-des-Dieppe, donc région dieppoise, d'une entreprise qui compte 220 personnes. D'accord. En quelques mots, alors le plaisir au travail, pour vous, vous en avez d'abord du plaisir au travail? Dites-moi. Oui, vraiment, quasiment, je dirais, tous les jours. C'est déjà mon métier en lui-même. Les ressources humaines est un métier qui me passionne et depuis maintenant plus de 15 ans. Et c'est un métier qui a son lot de surprises, c'est-à-dire que quand j'arrive le matin, je ne sais pas ce que va être ma journée, hormis quelques réunions planifiées. Et c'est ça qui fait l'attrait aussi du métier. Ah oui, clairement. Surtout en ce moment. Alors, quels conseils voudriez-vous partager avec les auditeurs pour diffuser du plaisir au travail? En tant que DRH, ça concerne 220 personnes quand même. Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que le plaisir au travail, ça passe par la bonne humeur. J'aime venir avec le sourire et c'est ce que j'inculque aussi au niveau de mon équipe. Donc, c'est de pouvoir travailler dans le plaisir et dans la bonne humeur. Évidemment, on peut avoir des coups durs, on peut faire des erreurs. Néanmoins, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse aussi se soutenir. Donc, c'est se soutenir mutuellement et travailler en toute confiance. De la solidarité et de la confiance. Ouais. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous fait particulièrement vibrer? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre travail? Vous avez une anecdote peut-être ou des exemples concrets? Alors donc, il s'avère que nous avons mené un projet sur l'année 2021. Avec la direction, on a mis en place des cafés sans filtre, des petits déjeuners tous les vendredis où pas moins de 7 salariés rejoignaient donc la direction, le PDG et moi-même, accompagnés d'un membre du CSE pour vraiment gagner en transparence. Et c'était donc un moyen et un moment très privilégié de pouvoir discuter, communiquer sans filtre, sans tabou avec nos salariés, savoir ce qui les rendait heureux au travail, leurs irritants au quotidien. Et de là, on a découlé un plan d'action que nous allons mettre en place et que nous avons déjà commencé à mener depuis la fin de ces cafés sans filtre. Ah oui, ça va être un moment privilégié de proximité, d'échange en toute transparence. Il faut aussi avoir un peu du courage pour aller sur le terrain, se confronter aux échanges, aux revendications. Pas facile, ça, quand même. Pas facile, en effet. Alors, c'est vrai que le premier petit déjeuner, café sans filtre, on n'en menait pas large. Néanmoins,
sous forme de petits jeux de ice-breaking, comme on dit. Donc vraiment, on a utilisé des petites cartes météo qui permettaient à chacun de pouvoir, au travers d'un soleil, d'un nuage, d'une tempête, de pouvoir donner l'humeur de son moment. Et ça permettait surtout vraiment à ce que la personne puisse engager la conversation derrière cette petite carte. Et puis, on s'est rapidement rendu compte que finalement, c'était un moment qui était attendu, tant de la part de nos collaborateurs, mais aussi de notre côté, puisqu'on avait un réel échange et que les sujets étaient très pertinents. Un moment redouté maintenant à un moment attendu. Waouh, ça c'est très fort. Et ça se traduit par des actions concrètes, des évolutions concrètes? Oui, à la suite donc de ces cafés sans filtre, il faut savoir que donc on a gardé vraiment toute l'anonymat autour de ce projet et que nous avons fait une restitution quasiment à la fin de l'ensemble de nos rencontres de nos 220 salariés. On a fait une restitution d'abord auprès de nos managers, puis à l'ensemble du personnel. Et de là, on a créé autour d'un séminaire vraiment ce qu'on appelle notre cartographie QVT, donc notre cartographie qualité de vie au travail, avec l'ensemble des actions qu'on souhaitait et qu'on souhaite mener à horizon de juin 2022 pour répondre aux attentes de ces cafés sans filtre. Et dans ces cafés sans filtre, qu'est-ce qui a été difficile? Ce qui a été difficile, c'est qu'au départ, le concept nouveau, jamais vécu par nos salariés, ont été difficilement appréciables par nos managers, pensant que finalement, au travers de ces cafés sans filtre, on pouvait avoir, on va dire, on boycottait, on outrepassait en fait leur pouvoir de hiérarchique. Et je pense qu'il y avait aussi une certaine appréhension de leur part de savoir ce qui allait être dit et comment ça allait être aussi interprété par nous, direction. Nous avions également, au début de ces cafés sans filtre, émis un certain nombre de principes qu'on a diffusés lors des tout premiers cafés sans filtre et qu'on communiquait à chaque début pour dire c'est un moment d'échange, c'est un moment de convivialité, mais attention, c'est pas une personne qu'on juge, c'est un collectif, on parle de façon générale, on veut pas de nom. Et ça, c'était hyper important. Et il a fallu un laps de temps suffisant au manager pour se rendre compte que finalement, la communication et ce qu'on pouvait ressortir des cafés sans filtre, c'était pas pour tirer sur le chef, bien sûr, c'était vraiment pour, dans un souci à ce que eux-mêmes puissent avoir un meilleur plaisir au travail. Oui, ils pouvaient prendre ça pour une évaluation ou une remise en cause. Oui. Et en fait, c'était plutôt pour leur plaisir au travail, pour les aider justement dans leur mission qui n'est pas facile de management. Tout à fait. Clairement. OK. Pauline, auriez-vous un dernier petit conseil pratique pour nos auditeurs? Oui. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, prenez le temps. On est dans une société où le temps, parfois, on oublie ou on va trop vite. Et donc, parfois, il est important de se poser quelques minutes avec ses collaborateurs autour d'un café, autour d'une pause repas, un petit moment, un échange qui permettent en fait vraiment de pouvoir être attentif, être à l'écoute pour aussi connaître la température. Oui, c'est vrai qu'on est un peu dans une dictature de l'urgence, on court en permanence et on oublie de se poser, ne serait-ce qu'effectivement 10 minutes. Tiens, je vais aller voir mes collaborateurs, je vais sur le terrain, je prends un café avec eux pour aller ici, pour le coup, dans l'usine, sur le terrain, voir comment ça se passe. Oui. Merci beaucoup, Pauline. Au revoir. Je vous en prie, Franck, merci. Bonjour Pascal, ravi de vous rencontrer. Alors précisez-nous vos fonctions, votre métier chez Toshiba. Alors métier chez Toshiba, je suis le directeur du service, du département qualité, sécurité, environnement, plus vulgairement appelé les QHSE, et puis directeur récemment des services généraux. D'accord, très bien. Et alors en quelques mots, qu'est-ce qui vous procure du plaisir au travail? Mais d'abord, est-ce que vous avez vous-même du plaisir dans votre travail? Oui, énormément. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le métier sur lequel je suis inscrit aujourd'hui permet de s'investir sur plein de choses. C'est une mission très transversale qui permet d'être à la fois sur des missions plutôt
plutôt d'animation de terrain qu'on peut assurer avec l'ensemble de mon équipe. Et puis d'autre part, un vrai lien, une vraie courroie de transmission entre la direction générale, la stratégie et son déploiement, jusque les activités sur le terrain, notamment sur toute la partie QHSE, QVT, puisque la partie services généraux, on est aussi là et notre mission réside aussi dans le fait d'essayer de faire en sorte que nos infrastructures, nos bâtiments, nos équipements soient les meilleurs et les plus accueillants possibles pour l'ensemble de nos salariés. D'accord, très clair. Alors, comment développer le plaisir au travail ou la qualité de vie au travail ou même la qualité de vie et des conditions de travail selon la nouvelle législation en cours? Mais je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel. À mon sens, c'est l'investissement personnel et c'est la dimension qu'on veut bien donner à son poste. Il y a une mission QHSE qui peut être une mission très basique et qui pourrait être, à mon sens, très rébarbative, c'est de faire le tour de la norme à longueur de journée. Et puis, il y a celle que j'ai adoptée, ma façon de faire, qui tourne autour de la norme, parce que ça, c'est nos exigences, on peut pas les détourner, mais qui passe aussi par un déploiement fort sur le terrain, une proximité avec les équipes, un vrai management en transversal, l'implication de l'ensemble de mes équipes sur l'ensemble des projets du site, qui déborde quelquefois très largement le spectre QHSE, mais qui pour autant donne un intérêt au travail des plus satisfaisants. Et pour le coup, ça me permet aussi de faire en sorte que l'ensemble de mon équipe soit tout aussi impliqué que moi je le suis sur le déploiement stratégique de l'ensemble des actions du site. D'accord, donc de la proximité et en même temps, il y a un peu un côté perspective, vision et stratégie, si j'ai bien compris. Oui, complètement. Et puis encore une fois, une envie de faire en sorte que l'ensemble des équipes soit le plus baigné, le plus imprégné du quotidien de l'entreprise, l'envie de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans l'entreprise, et pour le coup de relier là ça à la QVT, la qualité de vie au travail, encore une fois au travers des projets qu'on peut avoir à conduire, au travers des équipements, des infrastructures qu'on peut mettre à disposition de nos équipes. Alors tout à l'heure, j'ai reçu Pauline qui, en tant que DRH, nous parlait de la cartographie de la QVT et des échanges, et que c'était remonté issu des cafés sans filtre, et ça a débouché donc sur la cartographie. Comment vous voyez ça, vous? Du meilleur œil possible, parce que QVT, c'est quelquefois quelque chose de complètement abstrait. On en parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose autour. Là, pour le coup, on a une vraie cartographie, on a un vrai engagement de l'ensemble de la direction, de l'ensemble du CODIR sur le déploiement de cette QVT. C'est planifié, c'est en passe d'être mesuré. On sait aujourd'hui qu'on est à 58-59% d'avancement de notre plan d'action. Donc, il y a un vrai engagement stratégique et un vrai engagement de tout le CODIR autour de cette cartographie. Et pour le coup, on travaille pas sur l'abstrait, on travaille sur du concret. Et les mots, ce que l'on a mis aujourd'hui dans notre cartographie, c'est vraiment des mots qui pèsent, c'est vraiment des actions qui sont concrètes et qui restent pas justement dans des dimensions un peu stratosphériques. Alors, vous me connaissez un peu, mais alors un exemple concret pour illustrer de quoi il s'agit. On s'est appuyé sur les cafés sans filtre, sur les remontées d'informations de l'ensemble de nos équipes, qui avaient à cœur de revoir les visites Tipeee se faire de façon mensuelle. Les visites Tipeee ? Les visites Tipeee, alors c'est ce qui nous permet, en fait c'est la boîte à idées de certaines entreprises que nous on traduit par une visite de l'ensemble de nos ateliers, et là on va se faire présenter les idées d'amélioration apportées par nos opérateurs. Là l'idée c'est véritablement de mettre en avant et de mettre en valeur justement les idées qui ont été apportées par chacun de nos collaborateurs sur un poste donné. Et par la force des choses, la crise Covid passant par là, on avait dans un premier temps espacé, puis arrêté ces visites Tipeee pour éviter tout simplement les regroupements. Et au cours des cafés sans filtre, les équipes nous ont fait état d'un grand regret justement de plus voir ces visites Tipeee se faire. On s'est engagé à les redémarrer à partir du mois de novembre, et depuis novembre, effectivement, tous les mois, il y a une visite Tipeee qui est réorganisée. Il y a un comité de coordination Tipeee qui s'est remis en place et qui va avoir pour finalité d'ailleurs d'aller jusqu'au mois de juin à l'organisation de ce qu'on appelle un show Tipeee, où là on aura la possibilité pour les idées qui auront été présentées et considérées comme étant les idées les plus intéressantes, de pouvoir encore là mettre en valeur l'ensemble des équipes qui ont contribué à cette action Tipeee sur l'ensemble de l'année. Alors concrètement, si j'ai bien compris, les collaborateurs remontent des idées d'amélioration
donc ça vient du terrain, et ces idées seront présentées, les meilleures idées seront présentées dans le show Tipeee. Tipeee, c'est Total Performance, c'est ça? Totale productivité. Alors c'est natif de notre culture japonaise, avec une petite histoire intéressante d'ailleurs, hein, qui est peut-être intéressant de partager. La Tipeee au sens propre du japonais, c'était dans les années 90 une Tipeee patrol. Et en fait, l'idée, c'était plutôt d'aller constater ce qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'on faisait le tour des ateliers, et à chaque fois qu'il y avait une palette qui dépassait d'une zone, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était considéré comme anormal, on mettait un post-it rouge, le carton rouge, avec tout le côté péjoratif que ça peut avoir chez nous en France, et l'équipe devait corriger. Et très très vite, effectivement, le nom de patrouille Tipeee est arrivé, et très très vite, l'un de nos dirigeants de l'époque a fait le choix stratégique de changer l'esprit de la visite Tipeee. Et plutôt que d'aller constater ce qui ne va pas dans les ateliers, l'idée, ça a été d'aller, au contraire, se faire présenter les idées qui ont été apportées. Et c'est depuis, sur ce schéma-là, qu'on fonctionne. Là, c'est véritablement d'aller se faire présenter les idées d'amélioration, d'essayer de comprendre de quoi l'opérateur est parti, comment il l'a mis en place, ce à quoi il a abouti. Et tout ça tout au long d'une année, à raison de 6 à 7 présentations par mois. Et l'idée, effectivement, de l'équipe de coordinateurs Tipeee, parce qu'il y a une petite équipe qui coordonne tout ça, c'est de sélectionner les meilleures idées Tipeee du mois qui seront effectivement mises en valeur lors de ce Tipeee Show du mois de juin. D'accord, donc ça remonte du terrain et on va diffuser et partager les bonnes pratiques qu'on a identifiées sur un atelier ou sur un autre, sur l'ensemble du site des 3 sites présents ici. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. D'accord. Donc je vois qu'il y a une démarche qualité de vie au travail qui est lancée, mais comment vous relayez ça sur le terrain auprès des équipes? Un exemple concret, on a sur le site depuis de nombreuses années ce que l'on appelle les rôles à chacun. Les rôles à chacun? Les rôles à chacun. Donc là, on se base sur le volontariat. Un exemple qui va être, je pense, assez facile à comprendre pour tout le monde. On a une certification ISO 14001 sur la partie environnement. On a des missions réglementaires sur le tri des déchets. Et puis, comme partout, le tri des déchets, le tri sélectif à la source, c'est pas toujours facile parce que une foultitude de déchets différents, etc. Et donc, on a demandé à des volontaires dans chacune de nos équipes de vouloir accepter de prendre un rôle de ce qu'on appelle un rôle de coordinateur environnement. La mission, elle est très simple pour ces coordinateurs environnement. C'est tous les mois, j'ai une petite grille d'audit qui me permet d'aller auditer que dans la benne métal, je n'ai bien que du déchet métallique, que quand dans la benne papier, je n'ai bien que du déchet papier. C'est très facile, c'est un indicateur, j'ai 10 conteneurs à auditer, j'ai 9 conteneurs qui sont conformes, je suis à 90% de réussite. On utilise une petite application informatique au travers d'une tablette qui va très très vite permettre de pouvoir faire le petit rapport d'audit qui va bien, avec éventuellement la photo de la non-conformité si jamais ça va pas, et de pouvoir envoyer le mail avec le rapport qui va bien. L'intérêt au travers de ça, c'est que c'est pas nous, hiérarchiques ou responsables environnement, qui faisons les audits, mais ce sont des gens du terrain. Et on se rend compte que finalement, le message passe beaucoup mieux entre deux opérateurs que quand c'est un message hiérarchique. Quand il y a un opérateur qui dit à l'autre « tu feras gaffe, t'as mal trié tes déchets », en général, on sait que le mois suivant, c'est bien fait. Autre intérêt pour les gens qui sont coordinateurs environnement, il nous arrive, une fois par an, d'aller auditer les principaux prestataires qui travaillent pour nous sur l'élimination de nos déchets. Et bien évidemment, quand on va auditer, ça va être le cas la semaine prochaine, auditer ces prestataires-là, on demande à nos coordinateurs de nous accompagner pour faire l'audit de ces prestataires extérieurs et donc, de par là même, donner du sens à leur mission. Parce qu'ils ont un rôle de coordination, ils ont un rôle d'auditeur dans l'entreprise, mais ils savent aussi ce qui se passe derrière quand le déchet est bien ou mal trié. C'est aussi l'un de ces rôles-là qu'on va essayer de mettre en valeur lors de notre Tipeee Show. Il y aura les deux axes, il y aura la mise en valeur de nos secrétaires Tipeee, ce dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le rôle un peu particulier de ces coordinateurs, qui peuvent être des coordinateurs environnement, qui peuvent être des coordinateurs sécurité, qui peuvent être des coordinateurs 5S. Donc on a plusieurs missions comme ça qui sont attribuées à des opérateurs volontaires et qui sont en fait nos relais terrain sur des tâches bien opérationnelles. Et sur le plan du plaisir au travail, moi j'y vois du sens, parce que ça a du sens, effectivement. J'y vois aussi de la responsabilisation. Complètement. Et j'y vois de l'autonomie, parce que chacun se sent responsabilisé et en autonomie pour faire son job. Mais j'y vois aussi, en fait, le fait ça développe une variété de métiers et une diversité d'activités.
c'est un collaborateur qui a d'autres missions à côté, c'est pas Bien sa entendu, mission bien entendu. la principale, et ça introduit de la variété qui va justement donner de l'intérêt dans son travail. Complètement. Complètement, et d'autant plus que la forme de récompense, parce que la récompense, on pense souvent à la récompense financière, mais quand on propose à un de nos opérateurs de venir chez nous une journée complète, aller auditer un prestataire extérieur, c'est-à-dire que là, on le met, lui, en position d'auditeur d'une tierce partie, et pour le coup, là, il prend une dimension qui est complètement tout autre, parce que Et on va jouer sur le levier de la fierté et de la reconnaissance. Complètement, alors. complètement. Ok, très clair. Alors, quelle serait l'erreur à ne pas commettre sur ce sujet ? À mon sens, l'erreur à ne pas commettre sur la QVT, c'est de ne pas avoir de suivi des actions. C'est-à-dire de lancer quelque chose parce que c'est la bonne idée du jour, ne pas assurer derrière qu'il puisse y avoir les structures qui vont permettre de pérenniser l'action. Et pour le coup, au lieu de générer de la qualité de vie au travail, on va générer de la frustration et on va générer plutôt du mécontentement au travail. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui peut être certainement le plus... Ouais, c'est quand même un effet négatif, parce qu'à un moment donné, il y a une promesse, et puis de l'autre côté, il y a une vraie déception, puisque rien n'a changé. Est-ce que vous auriez un petit conseil pratique pour nos auditeurs pour développer la qualité de vie au travail ? Je serais tenté de dire du bon sens. Du bon sens, parce qu'on se rend compte que ce que l'on a mis en place chez nous, c'est finalement quelque chose, ce sont souvent des choses simples. Ça sert à rien d'aller monter une usine à gaz. S'appuyer sur ce que les gens ont envie de faire, s'appuyer sur quelque chose qui soit structuré pour justement en assurer la pérennité, et puis laisser les choses venir, laisser les choses se faire, être observateur et surtout être toujours là en support pour aider et supporter. Ok, merci beaucoup. Merci et au revoir Franck. Bonjour, alors dites-nous en quelques mots, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites chez Toshiba ? Alors moi je suis Anthony Thierry, donc je suis chez Toshiba depuis plus de 24 ans et je suis aujourd'hui responsable technique sur l'activité de production tonnerre. Ok, d'accord. Alors est-ce que vous avez du plaisir dans votre travail avec vos équipes ? D'abord, vous encadrez combien de personnes ? Alors aujourd'hui j'encadre 15 personnes. D'accord, 15 personnes. J'encadre 15 personnes dans le service technique tonnerre. Ok. Donc avec des opérateurs de maintenance de niveau 2 et des techniciens. D'accord. Et vous-même, vous avez du plaisir dans votre travail ? Alors oui, moi personnellement, j'ai du plaisir dans mon travail, j'ai du plaisir à venir au travail. Parce que je trouve qu'on passe suffisamment de temps au travail et avec ses collègues pour se donner l'obligation de trouver du plaisir. En fait. Il faut vraiment se donner les moyens d'avoir du plaisir à venir au travail. D'accord, donc c'est pas donné, ça vient pas comme ça va chercher. Oui, parce que je pense que le plaisir au travail, c'est quand même assez personnel. Tout le monde ne va pas trouver du plaisir au travail de la même manière. Donc, il faut vraiment cibler ce qui nous fait plaisir, ce qui nous attire dans notre travail, dans nos métiers, dans nos missions. Et il faut essentiellement s'orienter sur ces notions-là. Alors, vous, qu'est-ce qui vous procure du plaisir ? Ce qui me procure du plaisir, c'est plutôt toute la partie innovation dans mon travail. D'aller au-delà de ce qu'on me demande, d'aller chercher de la performance sans forcément qu'on me la demande ou dans des domaines qui ne sont pas forcément attendus. D'accord. Et dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a procuré du plaisir ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Il faut savoir que j'ai entrepris une formation d'ingénieur. Donc, je suis sorti ingénieur. Donc, j'ai été titré ingénieur l'année dernière. Bravo. Merci. C'est-à-dire que, attendez, parce que juste, vous n'étiez pas ingénieur avant, ça fait 24 ans que vous travaillez, voilà. Et maintenant, vous êtes devenu ingénieur. Exactement. J'ai entrepris cette formation en 2019, donc une formation continue. Une formation à laquelle je suis sorti en fin d'année 2020. Félicitations. Merci. Donc, à la suite de ça, il s'est passé pas mal de choses, notamment le fait de prendre la tête du service technique sur l'activité tonnerre. D'accord. Et comment vous faites dans votre équipe pour diffuser du plaisir au travail ? Si vous en avez, comment vous faites pour en donner aux autres ? J'essaye de faire un peu ce que l'on m'a apporté, de rendre un peu ce que l'on m'a apporté. Donc j'essaye forcément d'être présent pour mon équipe, de communiquer un maximum et de chercher pour chacun
ce qui pourrait leur apporter un épanouissement dans leur travail. D'accord. Donc forcément, chacun est différent, mais bien sûr, quand on apporte de l'importance aux gens et qu'on les pousse à prendre des initiatives et de manière à ce qu'ils trouvent un certain bonheur et un certain épanouissement justement dans leur travail, ça contribue fortement. Vous auriez une anecdote ou une situation concrète à évoquer? Je vois par exemple, j'ai une équipe d'agents de maintenance, des TPI M2. Des TPI M2? TPI M2, ouais, c'est pour de la maintenance, c'est des agents de maintenance de niveau 2. En fait, D'accord, ok. qui sont une semaine en opérateur, une semaine en maintenance. Auxquels aujourd'hui on peut confier des missions bien plus importantes que ce qu'ils avaient auparavant. Et ils arrivent à réaliser ces missions en complète autonomie et avec une vraie efficacité dans leur travail. Et aujourd'hui, on sent vraiment un nouvel élan, un vrai dynamisme qui a été apporté à cette population. Ce que je comprends, moi, qui suis pas spécialiste du sujet, c'est que c'est des opérateurs classiques, mais à qui on a confié une mission de maintenance de niveau 2. Ouais. Donc, quelque part, ils ont une responsabilité supplémentaire. Alors bien sûr, ils ont une responsabilité supplémentaire. Ils ont une mission supplémentaire, une mission de maintenance, donc de maintenance de base. Mais aujourd'hui, on ne se contente pas de leur donner une mission de maintenance de base. On peut leur apporter aussi des projets. D'accord. Des projets, notamment, on est en train de faire un projet de démantèlement. On est en train de démanteler une ligne pour réaliser un atelier de maintenance, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été envisagé d'être fait par un prestataire extérieur avec des coûts. Moi, j'ai décidé de donner cette mission à ces gens-là, d'une part parce qu'ils méritent et parce qu'ils en étaient capables et qu'ils en avaient les compétences. D'accord, donc ça va les responsabiliser, en plus ils prennent de l'autonomie, en plus ils apprennent aussi, il y a une formation qui est déclenchée derrière ça, j'imagine, pour pouvoir le faire. Oui, ils apprennent et c'est surtout que ça les sort de leur quotidien, ça leur fait entrevoir de nouvelles perspectives éventuellement, bien sûr. D'accord, ouais, donc on joue aussi sur le levier un peu de la diversité, de la variété des tâches qui sont confiées. Tout à fait. Et en plus ça a du sens. Exactement, ça a du sens pour eux, ça a du sens pour l'entreprise aussi, faut pas le cacher. Et bien évidemment, c'est dans une équipe, c'est forcément très 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 porteur. D'accord, très bien. Vous auriez un autre conseil pratique à partager avec les auditeurs pour développer le plaisir au travail? Pour moi, pour développer le plaisir au travail, déjà, je pense qu'il faut arriver à le mesurer. Ouais. C'est quelque chose que l'on doit mesurer et c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans une politique d'amélioration continue. Voilà. Ok. Et comment le mesurer alors? Justement, toute la difficulté est là, c'est de trouver les bons indicateurs pour pouvoir mesurer l'indice, le degré de satisfaction de qualité de vie au travail. Et vous avez des pistes? Vous me mettez en appétit, là. Des pistes, je pense que je pense qu'il faut faire ça de manière individuelle, chacun avec son équipe, et un petit peu de faire une espèce de brainstorming et de pouvoir ressortir tous les différents indicateurs, les différents attraits sur lesquels il faut vraiment appuyer, sur lesquels il faut vraiment travailler. Et vous êtes attentif à quoi, alors? Dites-nous. Alors moi, je pense que la partie communication est quelque chose qui est primordial dans toutes les équipes. La communication est primordiale et l'adaptation à la situation, l'adaptation à la personne. D'accord. Je pense qu'en tant que manager ou leader, on ne peut pas réagir de la même manière avec tout le monde. Chaque personne est différente, chaque personne a des attentes différentes, a des réactions différentes, et que ça fait partie du rôle de manager de savoir s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et vous avez un exemple pour illustrer ça, le fait de devoir s'adapter à l'un et à l'autre? Oui, alors j'ai des exemples, surtout si je prends des personnes qui différentes. On peut avoir des personnes qui agissent par excès de confiance ou à contrario, des personnes qui, eux, manquent de confiance. Donc on va, sur certaines personnes, être plutôt dans un optique où on va les accompagner tout en les mettant en garde. Par contre, à contrario, une personne qui manque de confiance, on va plutôt essayer de l'encourager, de la conforter, de la rassurer et de la pousser vers le haut. D'accord, ok, clair.
Est-ce qu'il y a, au contraire, une erreur à ne pas commettre sur le plaisir au travail? C'est une bonne question. Alors, une erreur à pas commettre, j'aurais tendance à dire l'erreur à pas commettre pour soi, et de croire que le plaisir ou la satisfaction de venir travailler relève uniquement de la rémunération. Mmh. Voilà. Alors, je dis pas que c'est pas un des indicateurs ou une des choses qui en fait partie. C'est une des choses qui en fait partie, hein, bien évidemment, mais c'est sans doute pas la chose primordiale dans la qualité de vie au travail. Oui, il y a d'autres facteurs. Pour moi, il y a beaucoup d'autres facteurs qui viennent en amont de cela. De toute façon, on le voit même sur des entreprises ou des postes qui sont très bien rémunérés. Il y a des gens qui se sentent très mal et qui ont besoin de voir ailleurs. Ouais. On l'a vu notamment avec la crise Covid et tous les gens de Paris, de la région parisienne, qui ont eu envie de tout lâcher pour aller trouver de la qualité de vie ailleurs. Et qui viennent ici à Dieppe. Par exemple. Alors, pour terminer, un petit conseil, un truc que vous utilisez qui peut générer du plaisir au travail, ou qui, pour vous-même, vous procure du plaisir au travail. Alors moi, j'ai un petit indice très clair, c'est que je viens tous les jours au travail, je ne mets pas de réveil, je ne regarde pas l'heure, et je viens quand je suis prêt. Waouh! Voilà. Et en général, j'arrive quasiment avant tout le monde. Enfin, j'arrive bien avant l'heure à laquelle je devrais arriver. Et voilà, je viens. Alors, je vais dire par plaisir oui et non, mais je viens surtout sans aucune retenue. Je viens je viens et je sais que je vais trouver du plaisir dans ce que je vais faire. Voilà. D'accord. Ok. Donc, pour vous, Anthony, en fait, la confiance, j'ai compris que c'était important et je crois que vous avez une histoire assez singulière, assez exceptionnelle à partager. Alors oui, effectivement, j'ai une anecdote, j'ai en fait plutôt un événement marquant au long de ma carrière professionnelle là-dessus. Il y a une dizaine d'années, j'ai été muté sur l'activité de production tonnerre. Et quand je suis arrivé dans l'activité, mon nouveau responsable à l'époque m'a accueilli et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Anthony, j'ai toute confiance en toi, on va faire des choses ensemble et on va leur faire voir ce qu'on est capable de faire ensemble. » Ouais, d'accord. Et donc c'était quelque chose, c'est la première fois que j'entendais ces mots de toute confiance, de faire confiance à l'autre. Et je peux dire que ça a été un événement marquant dans ma carrière, puisqu'ensuite, effectivement, la confiance était bien là et on m'a laissé déployer mes compétences, on m'a laissé prendre des initiatives, on m'a laissé faire voir ce dont j'étais capable pour finir notamment avec d'entreprendre une formation, d'entreprendre un diplôme pour avoir un titre d'ingénieur à la clé. Un titre d'ingénieur à la clé. Donc vous avez repris vos études, mais vous avez 45 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Donc j'ai repris mes études à 42 ans pour 3 ans de formation continue pour bien sûr finir sur un diplôme à l'âge de 45 ans. Ah ouais, donc diplômé ingénieur à 45 ans, mais c'est quoi? C'est tous les soirs? C'est le week-end? Alors c'était quelque chose d'un peu particulier puisque c'était toutes les 2 semaines à raison de 3 jours de formation, donc les jeudis, vendredis et samedis. Donc une partie forcément sur mon temps personnel et une partie sur le temps professionnel. D'accord. Ah ouais, effectivement, ça c'est une vraie preuve de confiance qui se traduit par un diplôme d'ingénieur à 45 ans. Exactement. Eh bien, bravo, chapeau pour à la fois le courage, l'abnégation et puis pour aussi votre manager qui a su vous faire confiance et vous donner cette opportunité. C'est bien sûr c'est ce que je pense. Vraiment, c'est le manager qui est à la clé. C'est vraiment la clé. Le type de management qu'on peut avoir, c'est vraiment la clé de l'épanouissement des collaborateurs. Ok. Merci. Merci beaucoup. Alors pour conclure, écoutez, réécoutez, puis expérimentez, essayez. Trompez-vous mieux et surtout partagez. Et vous aussi, vous pourrez dire vivement lundi.
Attention, parce que le plaisir au travail, c'est contagieux. Je suis très attentif à vos commentaires. Je vais donc les lire et y répondre. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast et visiter le site vivementlundi.com. Regardez aussi mon profil sur LinkedIn, car je publie souvent des articles complémentaires. À très bientôt.